Gilbert Collard, élu du Rassemblement Bleu Marine, proche de Marine Le Pen, député du Gard et l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Trois questions à chacune donc des parties vous invitera à répondre à une grande question. Gilbert Collard, première, à propos du chômage. Est-ce que François Hollande va gagner son pari? Vous nous le direz. Deuxième question, la République est-elle en danger, comme le dit le grand maître du Grand Orient de France, alors que Manuel Valls redoute qu'elle tombe, il l'a dit hier soir, entre les mauvaises mains de l'extrême droite? Vous répondrez à Déborah Claude de l'agence France Presse. Et puis troisième question, Christiane Taubira, au cœur de bien des polémiques, est-elle une accusée ou une victime? Vous le direz tout à l'heure, les questions là sur la sécurité, sur la justice seront abordées par Perrine Tarnot, donc dans la troisième partie de cette émission. Une baisse de 0,7% le mois dernier, du jamais vu depuis 8 ans. Ce recul de chômage, on le doit au fruit de nos réformes. C'est ce que dit en tous les cas aujourd'hui le gouvernement et notamment le Premier ministre. Est-ce que selon vous, François Hollande va gagner son pari sur l'inversion de la courbe? Bon, écoutez, il va tout faire pour essayer de nous faire accroire que la courbe du chômage baisse, mais d'abord, si on intègre les DOM, on arrive à 0,6%. C'est déjà un correctif important. Ensuite, il n'est concerné dans cette baisse que la catégorie A. Il y a des déconvenus, c'est certes, voilà. dans d'autres catégories. Si on introduit les catégories B et C... Est-ce que vous voulez croire quand même à une tendance de fond? Moi j'aimerais, mais non, j'y crois pas, parce que bon, quand vous pensez qu'on a 1 million de chômeurs de plus sur 3 ans, bon, et puis on n'a aucune croissance, il faudrait qu'on arrive à une croissance de 1,5% pour qu'on puisse avoir une espérance de régression du chômage. On en est, hélas, malheureusement, loin. Parce que, je vous le dis franchement, même si c'était au bénéfice de François Hollande, j'en serais tellement heureux pour mes compatriotes que je dirais, ben, c'est bien. Mais malheureusement, bon, en plus, on a tout l'apport des emplois d'État, les emplois aidés, bon, c'est une embellie de circonstances, malheureusement. Dans ce contexte, et après vos critiques, vous considérez que François Hollande sera légitime à se présenter, à aller au combat en 2017, puisqu'il avait dit qu'il liait sa candidature nouvelle à la baisse du chômage? Alors là, si c'est sur cette baisse du chômage-là qu'il se considère comme adoubé par l'économie. Il a dit sur toute l'année 2016, voilà, bon, pour le recul du chômage. Donc on peut attendre, mais de toute façon, moi, peu m'importe qui sera le candidat des socialistes. Je veux dire, ça c'est leur problème. Ils ont fait sortir de leur primaire François Hollande. Tout peut arriver. Toutes les surprises peuvent nous arriver avec les primaires du PS. Sur le front du chômage, est-ce que vous réclamez par exemple une refonte du Code du travail? Moi, alors là, je suis, en tant que juriste, pas du tout spécialiste du droit prud'homal, mais quand même, bon, ayant eu l'occasion à maintes reprises de fréquenter ces juridictions, je considère qu'on ne peut plus, au-delà des partis politiques, franchement, travailler dans un cadre du travail aussi compliqué, aussi abscon, aussi contraignant. On ne peut plus. François Hollande aujourd'hui a rendu un hommage républicain, c'est son mot, aux victimes de l'accident en Gironde. On va l'écouter et puis vous allez nous donner votre avis. Personne ne peut comprendre que des personnalités si belles puissent disparaître brutalement par une cruelle matinée d'octobre. Personne n'est préparé à une telle épreuve. Voilà pourquoi nous vous devons la solidarité. Et c'est le pays tout entier, la France, que je représente en ce jour auprès de vous, qui s'est trouvé bouleversé par cette catastrophe, tout simplement parce qu'elle pouvait nous concerner tous, chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes touché d'entendre évoquer donc le pays tout entier, bouleversé par cette catastrophe? Franchement, Oui, non, non. Ah, écoutez, faites-toi le jeu à la... Oui, non, laissez-moi parler. Franchement, je suis très touché par le malheur de tout... D'abord, qui ne le serait pas. Bon, mais je trouve François Hollande obscène. Obscène. Et pour une fois, je vais faire mienne une phrase de Cohn-Bendit. Ce sont les Jeux Olympiques de la compassion, a-t-il dit. Bon, il a raison. Bon, que la nation s'émeuve, d'accord, mais le président de la République qui va nous vendre, alors que visiblement, cette espèce de discours qui se veut historique, qui est un discours d'estrade, quoi. Non, mais c'est pas comme ça qu'on rend hommage aux morts. En cherchant... Il aurait mieux valu son absence. Mais les familles qui étaient là se sont dit touchées par sa simple présence. Mais alors, chaque fois qu'il va y avoir un drame, il va se déplacer maintenant. Voilà. Bon, si demain, il y a un drame qui frappe 15 personnes, il va
être obligé d'y aller. Je veux dire que... et puis, si un jour il y a un drame, hélas, ce qui est plus important, il va encore y aller. Et on ne va plus savoir à quel moment l'hommage républicain est vraiment de l'ordre de l'expression de la nation ou de la recherche d'une expression d'un président de la République qui lutte contre son aphonie électorale. Voilà, c'est, encore une fois, je prends les risques de mon propos, je vous assure, de la compassion, j'en ai, et je pense que tous ici, on sait ce que c'est que de perdre un être qu'on aime. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État de l'exprimer. Le chef de l'État qui s'en va dans ces circonstances, avec ce discours en plus que je trouve, mais alors, moi, inadapté, quoi. Oui, ben Cohn-Bendit a raison. Ce sont les Jeux Olympiques de la compassion, quoi. Voilà. Vous allez plus loin en parlant d'obscénité, hein, Gilbert. Oui, j'ai dit obscénité, oui, je le dis, parce que l'obscénité, c'est ce qui choque. Hein, c'est obscène d'entendre un chef de l'État dans des circonstances aussi dramatiques, aussi douloureuses, se placer, quoi, voilà. Ça me gêne. Bon, il vient dire aussi aux familles des victimes que l'État sera là pour qu'elles connaissent la vérité, bien sûr. Mais il faut que attendez, écoutez, monsieur, il faut que le président de la République se déplace dans un pays de droit où il y a des juges d'instruction pour dire aux familles, on vous donnera la vérité. Mais attendez, mais dans quel pays on est? La vérité, c'est un droit. On y a droit. Au nom de la fonction de la justice, au nom de la loi avec un L majuscule, on n'a pas besoin d'un président de la République pour nous dire qu'on connaîtra la vérité. Enfin quand même, sinon ça veut dire que la justice ne fonctionne que si le président de la République lui donne l'ordre de fonctionner. Non, non, je fais confiance aux juges. Parlons de Manuel Valls maintenant. Il a présenté hier des mesures, vous l'avez entendu, en faveur de la mixité sociale, d'autres qui visent à lutter contre les discriminations et ce qu'il a appelé l'apartheid social, territorial et ethnique. D'abord, est-ce que vous approuvez cette dernière formule? Non. Non, d'abord, elle est empruntée à un univers que nous connaissons, qui a été effroyable, horrible, avec toute une législation d'apartheid. Enfin, je veux dire que c'est quand même dramatique qu'un homme politique utilise un mot qui correspond à une catégorie juridique d'humiliation, de ségrégation, de minoration, pour caractériser un État qui est d'abord un État souvent de non-droit, hein, et dans lequel, je parle de l'État des banlieues, on a mis beaucoup d'argent. On a fait beaucoup pour les banlieues. Bon, c'est un échec, parce qu'on a laissé s'implanter une sous-culture. Il a raison donc de décider de mesures complémentaires pour lutter contre cela. Il serait temps, hein. D'accord. Ah oui. Il va lutter jusqu'à quand? Jusqu'en 2018, quand il sera plus là? Il serait temps, hein, entre nous. Mais moi, je crois... Qu'est-ce que vous prendriez, vous, comme première mesure, par exemple, pour la banlieue? À la première, d'abord, je sais, comme tous les criminologues le savent, hein, je rappelle que toutes les études sur les banlieues ont d'abord concerné le Brésil. C'est un dénommé Szabo, je crois, qui est un grand criminologue qui avait fait des études très précises sur les favelas. La première chose à faire, c'est de ne pas laisser s'installer les gangs, les groupes. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Non mais on y va. S'il faut envoyer, parce qu'il y a des difficultés à y pénétrer, l'armée, on envoie l'armée. On n'a pas d'état de peur à avoir. C'est le territoire français. Il y a des familles qui sont terrorisées, qui n'osent plus sortir, qui n'osent plus broncher, parce que ces quartiers sont entre les mains de gangs. François Hollande et Angela Merkel évoquent aujourd'hui, en ce moment même à l'Élysée, le sort des réfugiés et également la question syrienne. Les réfugiés sont, on l'a appris aujourd'hui, 700 000 depuis le mois de janvier à avoir traversé la Méditerranée. Comment contenir, selon vous, la situation, Gilbert Collard? Ah mais moi, d'abord, en évitant de s'embarquer dans des conflits où on ne fait qu'attiser les difficultés. Je veux dire que s'il y avait encore Kadhafi, s'il y avait encore Saddam Hussein, s'il y avait encore tous ces tyrans odieux qu'on déteste... Là, il y a aussi Bachar el-Assad, vous en parlez en même terme? Oui, parce que... Des dictateurs odieux qu'on déteste. Oui, des dictateurs odieux qu'on déteste, mais dont on a besoin. Voilà. La politique, vous savez, si vous voulez faire du scoutisme, vous remettez vos culottes courtes et vous allez dans les camps de scouts. Si vous voulez faire de la politique, ben vous avez le courage de dire je préfère cette solution parce qu'elle est moins dramatique qu'une autre. Moi, je préfère Bachar el-Assad à l'État islamique, voilà. Et malheureusement, l'État islamique, vous connaissez la représentation diplomatique de l'État islamique, vous? Non. Bon, vous connaissez la représentation islamique de l'État dont Bachar el-Assad est le président... oui, bon, voilà. Là, on sait où s'adresser. On a une représentation diplomatique. Ça fait quand même des différences. Donc... Est-ce que vous faites plus confiance aujourd'hui à Vladimir Poutine pour nous débarrasser des djihadistes du groupe État islamique? Oui.
Oui, parce Vous faites plus confiance à lui qu'à Barack Obama, c'était ma question. Mais Barack Obama, il est maintenant sur le point du départ, et puis il y a les élections qui se dessinent, donc il est plus en mesure de prendre, malheureusement, d'où la gravité du quinquennat entre nous, hein. Il est plus en mesure de prendre les décisions, hein. Il est un peu comme François Hollande, qui maintenant n'a plus qu'une idée en tête, c'est essayer de se faire réélire. Alors, on voudrait vous interroger sur un autre sujet de l'actualité qui n'a rien à voir, c'est la situation dans l'affaire qu'on a appelée Air Cocaïne. Oui. Ces 2 pilotes qui ont donc quitté le pays, qui ont réussi à être exfiltrés ou à fuir, hein, ils ont en tous les cas aujourd'hui donné une conférence de presse, ils ont réussi à partir, à quitter le pays, mais ils sont restés aujourd'hui très discrets sur la façon qu'ils ont utilisée pour s'en aller. Et c'est, écoutez, Maître Dupond-Moretti qui a répondu à leur place sur cette question. On a même des éléments qui permettent de dire que ce sont des initiatives personnelles. C'est pas la peine de fantasmer. C'est pas une équipe barbouzarde qui aurait été payée par l'État français, hein. C'est pas ça l'histoire, hein. Ne vous méprenez pas du tout, hein. Ce sont des initiatives personnelles. Alors, des initiatives personnelles, on parle quand même de la présence effective, hein, près de ces pilotes, de certains élus, notamment du député européen Front National, Aymeric Choprade. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais attendez, moi, je vous parle d'une question que je connais bien, puisque j'ai été amené à m'occuper en tant qu'avocat de 2 affaires en République dominicaine, hein, les fameuses sœurs, les 2 sœurs, dont l'une se prénommait Sarah, et puis un jeune Français. Bon, franchement, quand on est sorti de la prison là-bas, on n'a pas besoin de la DGSE, des services secrets pour avoir des faux papiers et partir, hein. C'est très facile, et n'importe quelle initiative personnelle, un peu organisée, avec de l'argent, peut vous permettre de quitter le territoire. Vous leur donnez raison d'avoir pris moi, la fuite. personnellement, je n'aurais pas une très grande confiance, vu ce que j'ai vu dans la justice de la République dominicaine. Bon, donc, ils sont venus en France et ils auront affaire à des juges français. Ils auront à répondre, dans le cadre de l'instruction qui est conduite par des juges français, des faits qu'on leur reproche. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus à attendre de la justice française que de la justice de la République dominicaine. Maintenant, Choprade, je ne l'imagine pas en cascadeur, en espion, en tonton flingueur. Je sais qu'à l'époque où je m'occupais des affaires, il était à l'ambassade de France et qu'il avait un rôle diplomatique. Mais je l'imagine vraiment pas sauter à la perche, faire du kung-fu. Vous nous dites que c'est beaucoup plus simple que ça pour fuir le pays à la République dominicaine. Oui. Aujourd'hui, la République dominicaine annonce qu'elle va émettre un mandat d'arrêt international. Hein, c'est la moindre elle des veut choses. demander l'arrestation des pilotes. Est-ce qu'il faut satisfaire cette demande? Est-ce qu'il faudra Alors la là, satisfaire? il faut d'abord voir quelle... Alors moi, je n'ai plus en mémoire, hein, franchement, la convention qui lie la France à la République dominicaine, parce que tout se joue dans la convention. Et je ne sais pas s'il est prévu que la République dominicaine puisse dénoncer des faits délictueux à la France. Si c'est prévu dans la Convention, elle peut le faire. Et il peut y avoir des poursuites ici. Bon, mais de mémoire, je peux me tromper, je ne le crois pas. Très bien. En revanche, il est impossible que les ressortissants français soient renvoyés en République dominicaine. Très bien. Alors, on va évoquer bientôt les élections à venir, mais avant cela, j'aimerais savoir si vous êtes pour que la France ratifie la Charte européenne des langues régionales, puisque le Sénat en a débattu aujourd'hui et s'apprête à rejeter cette perspective. Ben, moi, écoutez, d'abord, j'aimerais qu'on enseigne bien le français. J'aimerais que le français ne devienne pas une langue régionale. Non, mais c'est pas rien quand on voit le nombre de mots dont dispose chaque Français, quand on lit toutes les études faites par M. Bentolila, bon, qui est quand même l'un des spécialistes de la langue, on est inquiet sur le devenir de notre langue française. À partir du moment où elle est installée, où elle est pérennisée, où elle est défendue, j'ai vraiment de la sympathie, moi, pour les langues régionales. Oui, je le confesse, et je trouve agréable, heureux. Tout le monde dit ça, mais la question c'est est-ce qu'on ratifie la Charte européenne? Ah, moi je la ratifierai. D'accord. Oui, moi, je n'engage, vous savez que j'ai un électron libre, un peu. Vous êtes un électron libre, voilà. D'accord, très bien. Alors, et vive la liberté, vous allez répondre en électron libre à la deuxième question de Preuve par 3, Gilbert Collard, avec Déborah Claude de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre. Et la question est celle-ci, la République est-elle en danger? Cet avertissement a été lancé notamment, vous l'avez lu dans le journal du dimanche, par le grand maître du Grand Orient de France, David Keller, qui considère que l'on est aujourd'hui en France en train de dérouler le tapis rouge au Front National, alors que Manuel Valls, écoutez hier soir à l'Hôtel de Ville de Paris, dans un discours sur la laïcité, a dit le danger, selon lui, de l'extrême droite. Je ne veux pas que l'extrême droite entre par effraction dans le destin de la France, qu'elle vienne, elle qui se dit maintenant républicaine, allons bon, alors que toute son histoire
de père en fils ou de grand-père en petite-fille, montre le contraire, qu'elle a toujours combattu la République. Je ne veux pas que l'extrême droite vienne saccager ce que nous ont laissé les Clémenceau, les Jaurès, mais aussi De Gaulle. Voilà, Déborah Claude. La question, donc. Monsieur Collard, alors est-ce que vous êtes un saccageur? Bonsoir, Déborah. Est-ce que vous êtes un saccageur de Jaurès et de Clémenceau, comme on vient de l'entendre? Je crois pas, je crois plutôt que celui qui saccage Jaurès et Clémenceau, c'est surtout Clémenceau, parce qu'il s'en réclame beaucoup, Oui. c'est monsieur Valls qui ignore tout, mais tout, de l'histoire de France et de la Troisième République, et de la Quatrième République, et de la Cinquième République. Alors, il parle de l'extrême droite qui arriverait par effraction. Mais vous avez vu que d'abord on appartenait à l'extrême droite et qu'ensuite on voulait prendre le pouvoir par effraction. Non, mais il ne se rend pas compte des mots qu'il emploie. Il a eu des mots très très forts. Non, mais attendez, il a employé un Sur la mot. laïcité également. Non, je l'ai noté parce que quand je l'ai entendu, il a parlé du mot effraction. Mais franchement, il faut qu'il prenne de la tisane. Où serait l'effraction? On va se présenter à des élections, le peuple va voter, et si on a les suffrages pour nous, il n'y a pas d'effraction. Sur les autres. Non, mais vous n'êtes pas d'accord sur le terme employé est grave. C'est un terme qui a parfois été employé de BNP. Il évoque effectivement ouais. l'extrême droite. Il Voilà. utilise Non, mais l'extrême l'expression droite, aux portes du pouvoir à la veille des élections régionales. Il pense sans doute également à la présidentielle. Non, mais l'effraction, d'accord. mais il est... Non, mais attendez, écoutez, je suis désolé, moi je veux bien tout supporter, mais il est Premier ministre. On doit quand même le créditer d'un minimum de maîtrise du vocabulaire. Un minimum. L'effraction... Donc il dérape, pour vous, il a dérapé en Mais c'est gros. fracté, c'est forcé, c'est brisé, c'est agir par force. À quel moment on a fait preuve d'action de force, nous? À quel moment on n'a pas respecté le suffrage? À quel moment à l'Assemblée? L'effraction, si l'on comprend bien, c'est bousculer, si l'on écoute le C'est Premier les ministre, virer. c'est bousculer les valeurs de la République. Mais puisqu'il quand mettait en avant alors à la quel laïcité. moment? Ce sont ces Mais non, arguments. d'accord, mais à quel moment? S'il était là, je dirais, mais à quel moment nous avons maltraité les valeurs de la République? À quel moment? Moi, député, qui ait voté la suppression du délit de solidarité, qui demande qu'on soumette le parquet à une récusation, qui ait présenté des propositions de loi fondamentalement démocratiques, notamment sur la révocation du président de la République, sur le référendum, à quel moment? Toute ma vie, moi, je me suis battu pour les valeurs républicaines. C'est pas lui qui n'a été qu'un fonctionnaire de la politique toute sa vie. Parce que qu'est-ce qu'il a fait d'autre que d'être dans un syndicat d'étudiants? Il a fait que de la petite politique de petits partis toute sa vie. Qu'est-ce qu'il apporte comme preuve de son attachement à la République? Il se promène tout le temps, Emmanuel Valls, avec sa valise à valeur républicaine. Il y a d'autres qui se promènent avec une grosse valise républicaine, comme le grand maître du Grand Orient de France, Oui. Monsieur Keller, qui Oui. ce week-end a fait une interview assez forte également, en disant la République est en danger. Moi-même, je vais aller faire de la pédagogie dans le Nord. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il ne représente rien. C'est quoi le Grand Orient? Il y a la Grande Loge de France, Oui. il y a la Grande Loge nationale de France, il y a le Grand Orient qui est le bras armé dans la maçonnerie du Parti socialiste. Quand on est socialiste, Donc, tout ça on est est au très Grand politique. Orient. Il n'y a pas que cette obédience, il ne représente rien. C'est quoi le Grand Orient aujourd'hui? C'est quelque part le prolongement maçonnique du Parti socialiste. Mais il peut... Là, on entre dans les querelles au sein de la franc-maçonnerie. Oui. Vous parlez Et sur aussi le fond- d'expérience et de par votre engagement. Mais moi j'étais en franc-maçonnerie qui n'était pas encore le vénérable Keller. du Grand Orient. Bon, Monsieur Keller, je connaissais même pas son nom du reste. Ça représente Ça fait rien. 3 fois hein, qu'il est Que Ça fait il a 3 mandats. à la Oui, tête. vous connaissiez son nom, franchement. Oui. Honnêtement. Bon, on a écouté ses Honnêtement, arguments. vous le connaissiez On a son lu nom son interview. Il doit la France. Non, mais on essaie alors- de jouer le jeu, franchement. Là, vous connaissiez son nom? Est-ce que, vous êtes un ennemi de la République? Non, mais sur le fond, parce que son Non, nom, bon. c'est pas... Mais la République, je l'aime. J'ai toute ma vie, moi, défendu les valeurs républicaines et je continue à les défendre. Il faut être... Donc on vous fait un faux procès, Maître Collard. Mais écoutez, donnez-moi un acte, voilà. Citez-moi un acte qui permettrait de dire qu'on a porté atteinte aux valeurs de Vous la avez République. entendu le Premier ministre situer le Front National dans la lignée de l'extrême droite en France, Non, mais qui a même- toujours récusé les valeurs de la non, mais- République, pour reprendre les arguments qui ont été D'accord, utilisés. bon, alors, hein. c'est un argument historique, ça. Bon, Voilà. je voudrais qu'il cite un acte dans l'histoire récente qui permettrait de dire vous avez porté atteinte aux valeurs de la République. Un acte. Maintenant, je vous rappelle quand même que l'histoire du Parti communiste, elle est particulièrement dramatique du point de vue des valeurs de la République. Je vous rappelle que Georges Marchais se félicitait qu'on ait éradiqué un foyer de Maliens.
qu'il trouvait qu'il y avait trop d'immigrés en France. Je vous rappelle que Duclos, à l'époque, du reste, il y avait Laurent, le père qui était au comité directeur, traitait les homosexuels de fous et il demandait qu'on les interne. Bon, il y avait Staline aussi. D'accord. Bon, si on reste sur l'histoire du Front National, manifestement, vous avez entendu le Premier ministre, il a rappelé la filiation également du père et de la fille. De Jean-Marie Le Pen, qui, on se souvient, a eu multiples condamnations, vous le savez. Non, mais d'accord. Pour certains de ses propos, le détail. Non, mais qui parle. Moi, je le détaille, je l'ai toujours condamné. Oui. Bon. Maintenant, est-ce que vous considérez que l'expression de Jean-Marie Le Pen est une atteinte qui met en péril le fonctionnement de la démocratie? Voilà. Mais il a été exclu de votre parti. Voilà. Non, mais est-ce que... Du parti auquel vous n'adhérez pas. Moi, j'adore, mais je suis tout à fait solidaire, hein, à 100%. Mais j'aime bien qu'on ait un dialogue. Bon, parce que c'est du dialogue que naît l'authenticité. Bon. Est-ce que les propos de Jean-Marie Le Pen, que je condamne, que Marine Le Pen, dans son livre, à Contre-flot, a condamné très tôt. Elle n'était pas encore en politique. Il faudrait le lire, ce livre. Est-ce que vous considérez que ces propos portent atteinte à la République? Est-ce que ça a mis en péril la démocratie? Est-ce que rien, jamais ne vous a gêné dans les discours de vos nouveaux amis? Mais il y a des choses qui me gênent dans les discours. Quand M. Valls, par exemple, trouve qu'il n'y a pas assez de noirs sur la place d'un marché dans sa ville, ça me choque. Ça me choque, bien évidemment. De la même manière que lorsque certaines personnes de mon mouvement tiennent des propos déplacés, ça me choque. Et je le dis de la même manière que lorsque un responsable de l'UMP compare les manifestants à des descendants d'esclaves, ça me choque. Bon, mais est-ce que ça veut dire pour autant que M. Valls, quand il trouve qu'il n'y a pas assez de blancs, porte atteinte aux valeurs de la République, ou le député qui trouve que les manifestants rappellent les descendants d'esclaves, est-ce qu'à ce moment-là, ils portent atteinte aux valeurs de la République? Je ne crois pas. Ils disent des conneries. Donc c'est simplement c'est à la mesure de la peur que vous leur inspirez. Ils ont une extraordinaire colique républicaine. Une colique républicaine? Oui. Alors le député PS Malek Bouti, que vous connaissez, oui. Lui, alors il ne voit pas comment Marine Le Pen pourrait ne pas gagner la présidentielle. Pour vous aussi, c'est joué d'avance? En politique, rien n'est joué d'avance, mais je pense qu'à l'heure actuelle, l'état dans lequel se trouve la France appelle au pouvoir le courage, la lucidité et la détermination. Aucun de nos hommes politiques, aujourd'hui à l'exception de Marine Le Pen, n'ont ce courage, cette détermination. Alors, jouer d'avance ou pas, écoutez, oui, je pense. Sur les régions. Oui, je pense. Du reste, moi, je n'étais pas pour qu'elle se présente. Hein. Oui. J'ai eu tort. Vous aviez des réticences. Oui, j'avais des réticences. J'ai eu tort. Bon, Louis Alliot partageait la même opinion que moi. Nous, on préférait qu'elle se concentre sur la présidentielle, qu'elle ne prenne pas le risque de cette élection. Elle a préféré y aller, ce qui prouve que elle avait raison. Hein, et que nous, on avait tort. Bon, il faut faire amende honorable quand on se trompe. Je pense qu'elle va être... Attendons le résultat. Attendons le résultat. Là encore, rien n'est joué d'avance. Vous savez, rien n'est joué d'avance parce que les Républicains et les socialistes peuvent tout faire pour garder le pouvoir. Tout. Ils sont prêts à copuler et à faire un monstre. Ils peuvent tout faire. Ils l'ont montré en faisant élire des maires, en votant pour des maires avec qui ils se déchiraient. Ça a été le cas à Saint-Gilles. Ils l'ont montré dans le Gard, notamment lors des élections départementales, hein, en faisant élire un socialiste. Ils se disputent à l'Assemblée, ils votent les uns pour les autres. Bon, donc c'est très compliqué. On ne sait pas du tout comment les arrangements entre ennemis vont finir par devenir des arrangements entre amis. Alors écoutez justement ce que répondait Jean-Christophe Cambadélis aux assurances de Malek Bouti sur 2017. On écoute le premier secrétaire du PS et vous réagirez. Je suis moins sûr que lui, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité, il faut l'intégrer. Moi je suis moins sûr parce que je pense qu'au fur et à mesure que l'on s'approche de la présidentielle, le plafond de verre se trouve posé pour le Front National, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont qualifiés pour gérer ce pays, mais à un moment donné, il faut aussi intégrer cette dimension. Et je pense que c'est valable, plus valable dans les régions qu'au niveau des présidentielles, mais c'est une possibilité. Donc M. Cambadélis dit c'est une possibilité, effectivement. D'ailleurs, les socialistes ont l'air un petit peu embêtés sur la stratégie à adopter pour ces régionales. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ils font le trottoir, hein, voilà. Que je vous dise, bon. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils vont essayer de racoler les voix de l'UMP. Tout est stratégique. Il faut donner des prétextes aux Républicains
de venir soutenir les socialistes, où il faut donner des prétextes aux socialistes de venir soutenir les républicains. L'habillage, c'est que nous sommes la menace finale, hein, la fin de la démocratie. Et comme ça, ces faux derches, avec ce prétexte, peuvent se rassembler. C'est une construction rhétorique. Ils sont en train de faire un montage. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, notamment chez les électeurs des Républicains, ça ne prendra plus. Moi, je vois plein d'amis qui vont voter pour le Front National. Oui, qui étaient aux Républicains ou chez les Républicains, qui me disent c'est fini, hein, on quitte. Hein. On supporte plus qu'on nous fasse voter pour les socialistes. On n'est pas de gauche. Et ces arrangements contre nature, on ne les supporte plus. Le motif que me donnent la plupart des gens qui nous rejoignent est là. Il ne s'agirait pas de ça, là, en l'espèce. Il s'agirait plutôt d'électeurs socialistes qui seraient appelés à voter pour les Républicains. Oui, ça mais marcherait sans doute aussi. dans ce sens-là, Oui. apparemment. L'inverse peut être vrai. Le Parti non, socialiste. mais regardez dans le Gard, par exemple, pour les départementales. Pour les départementales. Voilà, bon, sont quand même à l'époque, c'était l'UMP, ben, ils ont fait élire un socialiste. Eh oui. Eh oui. On s'en souvient. Alors. Maintenant, passons à votre parti qui n'est pas encore votre parti. Quand est-ce que vous allez prendre votre carte? Non, mais c'est mon parti, je suis apparenté. Oui, vous êtes RBM. Vous avez dit, je vais prendre ma carte. Non, mais là encore, il ne faut pas. Un petit point d'étape, où en êtes-vous? Non, mais moi, je la prends. Mais là encore, il ne faut pas prendre des gens pour des blaireaux. Bon, je suis apparenté au Front National, donc je suis au Front National. Vous n'avez pas besoin de prendre votre carte. Je n'ai pas besoin de prendre ma carte, mais j'ai la fonction, si vous voulez, de secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Et ma mission, c'est de recueillir dans le mouvement des gens qui auraient peur encore d'aller au Front National. Donc vous êtes plus utile à l'extérieur du Front National. Voilà. Alors je l'ai dit en rigolant, il y a deux hypothèses. Ou ma présence à l'intérieur du Front dérangerait Marine, ce que je ne crois pas. Ou ça l'arrange. Ou ça l'arrange, ou je suis beaucoup plus utile à l'extérieur. Je crois que je suis beaucoup plus utile à l'extérieur. Vous savez, je suis membre du comité directeur, je suis membre de la commission d'investiture, j'ai donc tous les attributs d'un membre du Front National. Bon, vous aimez le langage fleuri, hein, vous le montrez depuis le début de cette émission, vous parlez pourquoi c'est pas beau, d'élus qui copulent, etc. On va dire que vous êtes un rabatteur alors pour Marine Le Pen à l'extérieur. Bravo. Ça vous convient cela? Voilà enfin quelqu'un qui emploie le français. Bravo. C'est ça. C'est ça, bravo. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que vous vous définissez. Mais oui, donc. Voilà, je suis un rabatteur. Oui, et alors, c'est noble. Quand on rabat pour une armée qui va gagner, et une armée qui défend le pays, ça vaut le coup. Quelle différence aujourd'hui? Quel était le terme du reste à l'époque? C'était pas des rabatteurs, c'était des enrôleurs, des... Voilà. Comment on les appelait Quelle différence aujourd'hui faites-vous entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen? Parce que certains notent des divergences idéologiques et qui peut se retrouver d'ailleurs dans la composition des listes. Ouais. Disons que Marion est beaucoup plus rigide sur le plan psychologique que Marine. Marine est beaucoup plus malléable sur le plan de la discussion, sur le plan des échanges. Marion, vous discutez moins avec Marion Maréchal Le Pen, alors qu'elle est souvent assise à côté de vous à l'Assemblée, vous discutez moins avec elle. Non, je l'adore, Marion, on discute souvent, mais vous me demandez de vous décrire des caractères. Oui. Bon, si elle vous parlait de moi, elle vous dirait, bon, il est tonitruant, il peut faire, si ça lui prend, il va intervenir. Bon. Moi, je dis, voilà, quand elle a une idée, elle est plus têtue. Il est beaucoup plus difficile de la faire changer d'avis que de faire changer Marine d'avis par l'argumentation, par le raisonnement, par la discussion. Sur quel point, par exemple, vous avez essayé de les convaincre l'une et l'autre de changer d'avis? On est très curieux de savoir. Non, mais l'euro, par exemple, moi j'ai lancé l'idée d'un référendum qui a été repris. J'ai toujours dit que pour sortir de l'euro, il fallait absolument que le peuple donne son avis et que la voie du référendum était indispensable. Et Marine, maintenant, l'a dit, l'a repris. Mais on discute beaucoup. Vous savez, c'est pas monolithique chez nous. On discute. On peut ne pas être. On accepte de ne pas être d'accord. Voilà. On accepte de ne pas être d'accord sans se fâcher. J'avais une question concernant votre mandat de parlementaire. Je me souviens quand vous êtes arrivé député à l'Assemblée, vous avez dit être député, c'est foutre le bordel et être un casse-couille démocratique. Est-ce que vous avez été un casse-couille démocratique depuis 2 ans et demi? Enfin, d'abord, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de couilles, donc le problème ne se posait pas. D'accord. Voilà. Mais vous êtes non inscrit, vous êtes 2 députés, vous avez moins de pouvoir qu'un groupe parlementaire. Est-ce que c'est pas plus compliqué aussi? Tout est joué d'avance. Je leur ai dit une fois à la Chambre, je leur ai dit, vous êtes des faux culs.
Je l'ai dit à la tribune. Et je me rappelle avoir précisé, un jour, vous serez 50 ici. Bon, évidemment, chaque fois que je fais une intervention où je dis ce que je pense, la presse n'en parle pas. Donc, si je sortais maintenant l'ensemble des interventions que j'ai effectuées, vous seriez étonné de ce que j'ai pu leur balancer. Mais, s'en foutent. Ils s'en foutent, le train continue. Bon, ils ont une majorité qui est réglementaire, qui est disciplinaire. On peut dire ce qu'on veut. On peut faire les propositions de loi qu'on veut. Ce qui compte, c'est d'aller dans le sens, même si ce n'est pas le sens de l'intérêt général, de ce que le gouvernement veut. Voilà. C'est une démocratie réglementaire, disciplinaire. Aujourd'hui, certains de vos collègues socialistes à l'Assemblée nationale, Gilbert Collard, ont fait des propositions pour une présidentielle irréprochable sur le temps de parole. Vous avez vu cela sur l'utilisation des sondages également, et puis sur le système de parrainage. Et ils suggèrent de publier la liste intégrale des élus, des maires qui parrainent un candidat. Oui. Est-ce que vous n'avez pas les questions binaires, j'ai cru comprendre tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Non. Ils sont toujours dans la même logique, là. C'est-à-dire que c'est le processus de rediabolisation qu'ils essayent d'installer pour arriver à leur jeu de pickpocket au deuxième tour. Bon. Mais c'est-à-dire que quand ils disent qu'il faut les noms des parrains, ça veut dire qu'ils vont retravailler la diabolisation pour gêner les éventuels parrains de Marine. C'est très bien conçu tout ça. Sauf que vous voulez dire que les gens maintenant sous couvert de présidentielle irréprochable, c'est le Front National qu'on vise? Bien sûr. Ah bah, attendez, bien sûr. Tout est fait pour... Parce que si j'en crois quand même ce qui a été dit, M. Hollande, dans sa campagne des présidentielles, n'a pas été irréprochable. M. Sarkozy non plus. Donc c'est plutôt de leur propre campagne qui devrait se préoccuper. Il y a des affaires de justice concernant les comptes, vous le savez, du Front National et de la campagne présidentielle. Hein, oui, mais bon, pour l'instant, on n'est pas condamnés. D'accord, mais les autres non plus. Je vous en donne acte. Et Mme Le Pen ne s'est pas rendue à un rendez-vous, d'ailleurs, judiciaire. Oui, elle a bien fait. D'accord. Elle a bien fait de la même manière moi, je pense vous comprenez, ça c'est encore une proposition de loi que j'avais faite, tant qu'on aura un syndicalisme judiciaire aussi virulent, quand on est un opposant politique à ce syndicat, moi je figure sur le mur des cons. Est-ce que vous pouvez comprendre que d'avoir à répondre devant un juge du syndicat, ça ne me rassurerait pas? Alors on va parler de justice justement. Ça ne me rassurerait pas du tout, voilà. De justice, de sécurité, merci Déborah. Avec donc la troisième question de preuve par 3, Gilbert Collard, Christiane Taubira, au cœur donc de bien des polémiques, est-elle une accusée ou une victime? Vous allez répondre à Perrine Tarnaud, attaquée mercredi dernier, ici même au Sénat, sur sa politique pénale par le sénateur Front National, Daniel Rachlin. Eh bien, David Rachlin s'est attiré cette réponse de la ministre de la Justice. Écoutez. Ma question, Madame la ministre, est simple. Quand votre politique pénale défendra-t-elle enfin les victimes et non les bourreaux? Quand mettrez-vous fin aux remises de peine pour tous? Quand les parquets se soucieront du bien commun plutôt que d'appliquer votre idéologie libertaire ou d'attaquer sur vos ordres vos adversaires politiques? Bref, quand serez-vous ministre de la Justice et non de l'injustice? Manifestement, c'est sévérité pour tous et impunité pour vous. On prend note de vos réflexes, de votre culture et de vos pratiques et on imagine ce que ça donnerait si vous arriviez au pouvoir, mais nous allons nous battre pour que ce soit absolument impossible. Alors ne venez pas parler ni de laxisme, ni de complaisance vis-à-vis des voyous. Le laxisme, monsieur le sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. Le laxisme, c'est de ne pas condamner la violence lorsque des personnes dans vos manifestations ou en marge molestent des journalistes ou attaquent des personnes et les jettent dans la Seine. Mais quand Marine Le Pen a-t-elle été condamnée? Elle est aubiresque, là, mais quand? Alors, accusée ou victime, Christiane Taubira? Fatiguée. Pour reprendre la question de Michel Grossière. Fatiguée. Elle est les deux. Fatiguée, affaiblie, vous diriez même? Pardon? Affaiblie? Ah oui, très affaiblie. Elle est les deux. Elle est accusée. Non, mais moi, j'essaie d'être objectif. Elle est accusée et victime en même temps, parce que elle parlait de Jean-Marie Le Pen qui avait été condamné pour. Oui, mais c'est pas Jean-Marie Le Pen qui dirige le mouvement. Elle parlait. Ah oui, non, mais pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Elle parlait de l'ensemble du parti, elle ne parlait pas que de Marine Le Pen. Mais non, alors là, mais non. On peut repasser le... Non, on va pas le repasser, je sais bien, mais non, elle parle de la dirigeante.
Elle parle de Marine Le Pen, qui n'a jamais été condamnée. Elle parle du parti. Non, elle parle du parti. Bon, écoutez, chacun entend ce qu'il veut. Bon. Ouais. Mais de toute manière, elle parle d'un parti qui n'est pas dirigé par Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est un usage rhétorique du passé qui ne s'applique pas au présent. Maintenant, c'est un ministre catastrophique. Catastrophique. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'a rien compris à l'intelligence pratique de la justice. La justice est un instrument d'apaisement. À l'origine de tout pouvoir, il y a la main de justice. C'est fondamental. Elle a divisé la justice. Elle en a fait un instrument de propagande idéologique, ce qui est la pire des choses. Entre qui et qui? Elle a créé des divisions entre la police, la justice. Il vous a quand même pas échappé que les policiers sont allés manifester sous ces fenêtres. Bon, quand même. Bon, ça veut dire qu'ils sont quand même pas contents de ce qui se passe. Non, mais ils sont aussi atteints un peu par un burn-out en raison des mesures de sécurité importantes qu'on demande en France. Ils ne sont pas allés se plaindre du burn-out. Depuis les attentats de janvier dernier, madame, je suis désolé. Ils sont allés des moyens accordés à la police. Ils sont allés se plaindre essentiellement de la politique pénale. Et après eux, on a eu qui dans la rue? On a eu les responsables de l'administration pénitentiaire. Tout à fait. Ils sont allés se plaindre des conditions de travail, mais aussi du fait qu'ils n'avaient plus les moyens juridiques, techniques, de faire régner la discipline. Mais ça, c'est pas nouveau en France. Ah ben oui, mais le problème, c'est que quand on est ministre... Est-ce que c'est la faute de Christiane Taubira, forcément? Si elle est incapable de modifier ce qui ne va pas, elle change, elle s'en va. Vous comprenez? Alors, mais vous êtes extraordinaire. Non, je vous pose la question. C'est un problème de moyens budgétaires aussi. Les questions engagent autant que les réponses. Les questions engagent autant que les réponses. Alors, vos questions, je les prends et je les travaille. Bon, je les travaille. Bon. Si, depuis qu'elle est là, ça fait 3 ans maintenant, elle n'a pas été capable d'apporter la moindre amélioration, on va continuer jusqu'à quand? Des aménagements sont prévus au texte, vous l'avez entendu, sur les permissions de sortie de prison. Non mais il faut. Mais vous vous rendez compte qu'il faut la permission. Il faut la permission médiatique. Il faut qu'il y ait des drames. Enfin quand même, avec les moyens que l'on a quand on occupe le ministère de la Justice, avec les perspectives intellectuelles qu'on peut avoir si on écoute les magistrats, si on écoute les représentants des gardiens de prison, si on étudie les textes. Pas se rendre compte qu'il y a un problème grave. Et alors, en plus... Par exemple, sur les permissions de sortie qu'évoquait un instant Michel Grossior, est-ce qu'il faut une nouvelle loi? Est-ce qu'il faut encadrer, voire supprimer, aller jusqu'à supprimer ces permissions de sortie? Quelle est votre position à vous? Je pense que, d'abord, ce qu'une juridiction a décidé, seule une juridiction peut le... Moi, je pense qu'on devrait provoquer la comparution de l'intéressé. Alors vous allez me dire c'est lourd. Hein. C'est lourd, vous le savez bien, vous connaissez non, mais notamment en cour d'assises. Même mieux que nous l'engagement de la justice. Mais il s'agit de savoir ce qu'on veut. Donc le juge d'application des peines, il n'est pas légitime. Je vais faire simple. Moi, moins de migrants, plus d'AME, beaucoup plus de juges, hein, et beaucoup plus de moyens pour nos juges. Voilà, mon choix il est fait. Ah, c'est pas le vôtre. Bon, ça, je respecte votre opinion, mais vous comprenez, vous me dites... L'AME, c'est l'aide médicale. Oui, l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard. Bon, si on avait les moyens, je serais pour. Hein. Si on avait les moyens, je serais pour. Bon, mais ça fait quand même... C'est quand même extraordinaire d'entendre des journalistes nous dire et on n'a pas les moyens d'avoir des juges, et on n'a pas les moyens d'avoir des gardiens de prison, et on n'a pas les moyens de renforcer les mécanismes de contrôle. Et c'est vrai, et bien voilà, compte tenu. Mais moi, je préférerais, si vous voulez, que le milliard, par exemple, hein, le milliard de l'aide médicale d'État, on le mette dans le renforcement des mesures de contrôle attachées aux permissions de sortir. C'est tout à fait 1 milliard. Bon, alors, c'est 1 milliard. Il y a une personnalité qui est à votre place. Gilbert Collard, il y avait une personnalité qui était à votre place la semaine dernière, c'est Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il a eu des mots également très durs pour Christiane Taubira. Il a accusé le pouvoir en général de ménager Marine Le Pen en lui évitant toute peine d'inéligibilité dans des affaires de justice récentes. Eh bien, écoutez Jean-Luc Mélenchon et vous pourrez réagir. Un fasciste. Madame Taubira pourrait donner des instructions qui permettraient, par exemple, d'apurer d'une certaine manière l'atmosphère et le niveau de ce qui se dit dans ce pays. Mais en tout cas, en matière d'élection, elle ne l'a jamais fait. Ça fera donc la 2e fois que le parquet, qui dépend directement du garde des Sceaux, propose la relaxe à propos de Madame Le Pen. Vous voulez dire qu'elle est ménagée politiquement? Absolument. Votre réaction au propos de Jean-Luc Mélenchon? Mais écoutez, c'est fascisant comme propos. Parce que donner des ordres au garde des Sceaux, enfin, reprocher au garde des Sceaux de donner des ordres pour protéger Marine Le Pen, cela voudrait dire qu'on a un ministre de la Justice qui fait ce qu'il veut de ses juges. C'est possible, hein?
Je ne sais pas. Mais c'est une accusation d'une gravité inouïe. Ça veut dire que la magistrature serait aux ordres serviles de Madame Taubira. Non mais là, attention, il réagissait notamment la semaine dernière à la relaxe demandée par le parquet dans l'affaire des prières de rue qui avait été comparée à l'occupation nazie par Marine Le Pen. Donc non, ça n'avait pas été comparé à l'occupation nazie. D'accord, l'occupation tout court, si vous voulez. En tous les cas, Jean-Luc Mélenchon réagissait à la relaxe demandée par le parquet. Et alors, ça veut dire que c'était ça. Non mais voilà. En fait, il s'interrogeait sur l'opportunité du calendrier de cette décision à quelques semaines des élections régionales. Le parquet qui dépend du ministère de la Justice. C'est vrai que c'était un peu une aubaine quand même pour Marine Le Pen. Moi j'ai été. Ah oui, mais tout à fait. Mais elle l'a pas demandé, elle. Hein. Bon, elle l'a pas demandé. Mais c'était une aubaine. Moi j'ai été époustouflé de voir que le procès de l'assassin du policier qui a été remis en liberté, je parle de l'assassin bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de date d'audience, et que le délai de détention était trop long, n'a pas trouvé de date rapidement, et là pour Marine on trouve une date très vite. Non mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ah donc il y a une drôle d'ambiance judiciaire alors vous dites. Mais voilà, elle a réussi à créer un climat judiciaire qui est délétère. Elle, c'est Christiane Taubira. Elle, c'est Madame Christiane Taubira. Moi, je dis Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux. Une ambiance délétère. Poétesse. Il y a une ambiance délétère. Et à mon avis, on va avoir beaucoup de mal à rétablir la paix dans la justice. Parce qu'il y a une volonté peut-être de ne pas interférer aussi dans les affaires judiciaires. C'est ce que défend le pouvoir en place, le gouvernement. C'est pas ce que dit M. Mélenchon, là. L'indépendance totale, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a ce qu'il dit. aussi on n'en sait rien. Le gouvernement, c'est-à-dire une indépendance on n'en sait rien. totale de la magistrature. On le saura quand ce pouvoir sera parti. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon en substance, c'est que le pouvoir ménagerait Marine Le Pen. Donc vous êtes très proche, puisque finalement ce serait la seule raison de voter socialiste en 2017. Que pensez-vous de cette analyse? Mais je pense que tous ces beaux messieurs ignorent la folie de l'histoire. Ils ne savent pas ce que l'histoire peut réserver. Ils ne savent pas. Personne ne le sait. Personne ne le sait. On est dans une période climatérique. On est dans une période très difficile, où les gens sont fatigués, où il y a la menace terroriste qu'on oublie, et qui, hélas, risque de se rappeler à nous. Il y a la crise économique, il y a le chômage, il y a aussi un mal-être, un sentiment de malaise. Et donc l'apaisement est incarné par Marine Le Pen. Pardon, selon vous l'apaisement serait incarné par Marine Le Pen. Laure, on a besoin de bon sens et d'ordre. Vous dites qu'elle prospère justement sur toutes ces difficultés, et même les malheurs des gens. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux bons médecins d'accueillir les malades. Nous, on n'a jamais demandé à M. Hollande de faire en sorte qu'il y ait 1 million de chômeurs de plus sur 3 ans. On ne lui a pas demandé de créer la contrainte pénale. On ne lui a pas demandé de dépénaliser des infractions. Bon, on ne lui a pas demandé tout ça, nous. On ne lui a pas demandé de laisser filer l'autorité. Bon, voilà. Bon. Et que faire? C'est vrai qu'on est prêt à y apporter des remèdes. C'est vrai. Alors sur l'ordre, justement, Manuel Valls était dans les banlieues, Michel, cette semaine. Il a annoncé quelques mesures. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Une expérimentation des caméras piétons. Elle a été concluante. Ces caméras piétons feront donc partie de l'équipement classique des forces de l'ordre sur le terrain. C'est un élément aussi d'apaisement. Voilà, des caméras, des policiers équipés de caméras, c'est un élément d'apaisement. On progresse. Ah ça, ils vont pouvoir se défendre beaucoup mieux avec la caméra. C'est peut-être un élément d'apaisement sur le terrain, non? Ah oui, mais expliquez-moi comment une caméra peut être un élément d'apaisement sur le terrain. Ça permet de filmer un petit peu. Et alors, une fois qu'on filme, on apaise. On sait précisément ce qui se passe. La caméra, c'est l'idée. Je vous signale que c'est à la discrétion du policier que la caméra fonctionnera. Est-ce que c'est mieux que ça ne vous a pas échappé? Est-ce que c'est mieux que le récépissé qui avait été envisagé pour lutter contre le contrôle faciès? C'est aussi bête, à mon avis. D'abord parce que... Non, c'est des gadgets, vous dites que ce sont des gadgets. Mais non, mais bon, je peux me tromper, je veux dire, j'avance avec modestie sur toutes ces mesures, mais d'abord, c'est infamant pour le policier, parce que ça pose quand même une présomption de discrimination chez le policier. Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte de... C'est le policier qui va décider de filmer, et qu'est-ce que ça apporte de filmer Regardez aux États-Unis, non mais aux États-Unis, la caméra existe, ça empêche les crimes racistes, ça empêche la police... Ça les limite peut-être. Pardon? Ça les limite peut-être. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous le savez comment? Je vous pose la question. Ah mais non, moi, vous me la posez, je vous la retourne. Si vous ne le savez pas, comment pourrais-je le savoir?
C'est une question vide, ça. On ne peut pas le savoir. Alors, sur un autre dossier que vous connaissez certainement mieux, sur l'aide juridictionnelle et le conflit en ce moment entre les avocats et la garde des Sceaux, est-ce que vous estimez que Christiane Taubira a entendu les avocats, puisque la réforme a été remise à plat? Je constate qu'elle décide d'une réforme, et pour l'instant, ce n'est pas réglé. Hein. Et dès que les gens sont mécontents, elle retire sa réforme. Bon, là encore, ce sont des réformes décidées sans concertation, sans intelligence des situations. Tout le monde est d'accord quand même sur le diagnostic, c'est-à-dire que le système est à bout de souffle et il faut faire quelque chose. Mais on veut être, vous comprenez, on veut être généreux. C'est ça qui est effrayant dans ce pays, c'est qu'on veut être généreux, on n'a plus les moyens. On veut être bon et on n'a plus les moyens de notre bonté. On veut être accueillant et on n'a plus les moyens de notre accueil. Il y a bien un moment donné où on va tomber sur l'écueil. L'aide juridictionnelle, le gouvernement... Il faut quand même la maintenir pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais il faut être bon, on est d'accord. Moi, je sais, j'ai connu une époque où l'aide juridictionnelle, on la faisait gratuitement. Alors on vous demande de payer un peu là aujourd'hui. Mais c'était il y a 30 ans. Maintenant, la mentalité a évolué. Bon, alors maintenant, dans le contexte... puis attendez, c'était pas la même charge, hein. Faut être honnête. Hein. Aujourd'hui, la charge de l'aide juridictionnelle, elle est très lourde. Il y a les gardes à vue, il y a toutes les interventions dans toutes les juridictions. C'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce qu'il faut la maintenir, oui ou non, l'aide juridictionnelle? Et oui, il faut la maintenir. Bien sûr, il faut que le pauvre soit défendu. Mais faites en sorte qu'on ait les moyens de le faire. Bon, c'est pas en tapant dans la caisse des avocats qu'on va financer l'aide juridictionnelle, puisqu'on prend d'un côté ce qu'on donne de l'autre. C'est pas cohérent. C'est comme si on demandait aux médecins de financer la sécurité sociale. Et pourquoi les avocats ne contribueraient pas? Mais parce qu'ils contribuent déjà par la charge de travail mal rémunérée que l'aide juridictionnelle leur donne, parce que c'est payé par des UV, des unités de valeur, qui sont très mal payées par rapport au travail fourni. Hein. C'est très en dessous du vrai tarif qu'il pourrait avoir. Donc déjà, je vous assure, quand un avocat se tape une garde à vue à minuit, 1h, 2h du matin, qui part de chez lui, qui va au commissariat, parfois éloigné, bon, pour un salaire de misère, il fait déjà une contribution. Bon. Si en plus ça doit être prélevé sur les comptes CARPA ou CARSAM, c'est pas juste, quoi. On ne peut pas demander à une profession. Donc vous demandez aux avocats de poursuivre la grève, enfin vous comprenez en tout cas qu'ils poursuivent la grève. Et puis, écoutez, on a besoin de considération. Vous, nous, on a... les avocats, ils ne sont pas considérés. Mais non, mais vous avez vu comment ils ont été traités à Lille, enfin quand même, on a donné l'ordre à la police de charger, on a vu des avocats traîner à même le pavé, dans leurs robes, bon, c'est quand même pas des voyous. À Créteil aussi. À Créteil aussi, bon, je veux dire que, bon... Donc ils doivent poursuivre la grève. Ils doivent rester dans ce bras de fer avec Christiane Taubira. Oui, oui, parce qu'il en va de la défense des pauvres. Il en va de la défense des pauvres, vraiment. Et c'est très important que les pauvres puissent être défendus. Gilbert Collard, alors que des saisies records de cannabis rythment en ce moment l'actualité, Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, a dit cette semaine réfléchir à une évolution de la position française sur cette question, sur la législation du cannabis. Est-ce que vous aussi, vous seriez ouvert? Non. Non. Non, parce que j'ai trop vu dans ma carrière d'avocat l'escalade. C'est-à-dire l'usage du cannabis et puis le passage à d'autres drogues. Et j'ai trop vu aussi de pauvres gens tués dans des voitures par des conducteurs qui avaient fumé du cannabis. Je vous assure que si vous interrogez... Mais la consommation de cannabis aujourd'hui, ce n'est plus sanctionné que par une simple amende. C'est sanctionné. C'est déjà sanctionné. Bon, quand même. Alors, est-ce que c'est beaucoup sanctionné? Non, c'est beaucoup contrôlé? Non. Et est-ce que la pénalisation ne produit pas des effets pervers? Alors le voleur, on ne le condamne pas parce que ça a un effet pervers. L'obsédé sexuel, on ne le condamne pas parce que ça... Non, mais il faut arrêter, là. C'est quoi ce langage qui considère que la sanction a un effet pervers? Non, la sanction, si elle est bien appliquée, si elle est intelligemment appliquée, elle peut avoir un effet correctif. Sinon, on baisse les bras, on met dans nos appartements des inscriptions « Bienvenue aux cambrioleurs la propriété c'est le vol, merci ». Bon, là, on abdique tout. Où est-ce que vous serez en 2017 si Marine Le Pen est élue comme... Pardon ? Où est-ce que vous serez en 2017 si Marine Le Pen est élue, comme le dit Malek Bouti ? Devant une coupe de champagne. D'accord, et ensuite au gouvernement ? Je ne sais pas, ça dépendra de Marine, c'est ce qu'elle souhaitera faire de nous, et puis les compétences que nous pourrons lui offrir. Vous êtes disponible ? Place Vendôme à la place de Christiane Taubira ? C'est Marine qui dit. Vous savez, moi je suis discipliné. Si Marine si elle veut m'envoyer comme ambassadeur au Vatican, elle m'enverra au Vatican. Voilà, si elle veut que je sois ministre de la Justice, je serai ministre de la Justice. Je suis là pour aider.
Très bien. Dans l'actualité, il y a la réédition annoncée de Mein Kampf par l'éditeur Fayard, dans une version critique, un travail d'historien. Quel est votre sentiment sur Je suis contre. ce choix éditorial? Pourquoi? Je suis contre parce que c'est... Alors là, pour le coup, c'est ressusciter des démons. Voilà. On ne peut pas dire mieux. Dieu sait que je suis pour la liberté d'expression, le débat, mais je ne sens pas que le pays, dans le contexte actuel, avec ce qu'on a pu voir lors de certaines manifestations, soit à un degré de maturité qui lui permette de recevoir ce livre. Voilà. Moi, je ne ressuscite pas les démons, je les enferme. Donc, si on me demande mon avis, même si c'est entouré d'une pédagogie, d'une discussion, de tout ce qu'on veut, je ne suis pas pour la publication de ce livre qui ressuscite les horreurs. Que peuvent faire les pouvoirs publics à votre avis? Au demeurant, c'est un livre d'une connerie effroyable. Hein, empêcher si on peut, hein, empêcher la diffusion. Mais si on interdit la diffusion et que, Un symbole. et que l'éditeur va jusque devant la Cour européenne, on aura tort. Parce que regardez cet homme politique ou ce journaliste, je ne sais plus, qui a condamné, qui a dénoncé le génocide arménien en disant qu'il n'existait pas, on l'a condamné. Mais la Cour européenne a dit que la condamnation était infondée. Alors on est là, on est soumis aussi complètement au diktat de la Cour européenne. Donc vous en appelez aux éditions Fayard qu'elles renoncent. Moi je leur conseille vivement de ne pas... vous rendez compte, et puis imaginez que ce soit un best-seller, mais c'est effroyable. Mais c'est effroyable. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Perrine. La semaine prochaine, notre invité sera François Bayrou. Bonsoir à tous et à très vite.